Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte assez fondamental, je crois, pour comprendre la pensée politique moderne. Le Prince de Nicolas Machiavel. Bonjour. Oui, absolument, un texte qui a traversé les siècles. On a ici des extraits audio qui couvrent une bonne partie de l'œuvre. Ça a été écrit il y a plus de 500 ans, mais franchement, ça résonne encore de façon étrange, non? Ah oui, tout à fait. C'est un livre qui est souvent cité, c'est vrai, mais parfois un peu à tort et à travers, et qui suscite toujours beaucoup de débats. C'est ça. Alors, explorons ça de plus près. Peut-être pour commencer, c'est important de bien resituer le prince. On est où quand? Oui, bonne idée. Alors, on est à Florence, tout début du XVIe siècle. L'Italie, à ce moment-là, c'est pas du tout un pays unifié comme aujourd'hui, c'est plutôt un ensemble de cités-États, de duchés qui sont constamment en conflit les uns avec les autres. Et avec des interventions étrangères en plus, non? La France, l'Espagne. Exactement. C'est un contexte très instable. Et Machiavel, lui, il a été diplomate. Il a vu tout ça de l'intérieur, il a observé les succès, mais aussi les échecs cuisants des dirigeants de l'époque. D'accord. Donc le Prince, c'est pas un traité de philosophie morale, c'est plutôt un guide pratique. C'est ça. C'est un manuel presque technique sur comment prendre le pouvoir, mais surtout, et c'est peut-être ça le plus important, comment le garder. Il ne se base pas sur des idéaux, mais sur ce qu'il appelle la vérité effective de la chose. La réalité du terrain, quoi. Voilà. L'observation froide de ce qui marche, même si c'est parfois assez brutal. Ok. Donc notre but ici, c'est pas de juger Machiavel, de dire s'il avait raison ou tort. Non, pas vraiment. C'est plutôt d'essayer de comprendre sa logique, d'extraire un peu les idées clés, les stratégies qui ressortent des chapitres qu'on a là, chapitres 1 à 9, puis 11 à 26. Ça couvre pas mal de choses. Oui, ça donne une bonne vue d'ensemble. Et essayer de voir pourquoi, 5 siècles après, ce texte continue de fasciner autant qu'il dérange. Alors, par où commencer? Peut-être par la base, comment il classe les États? Oui, c'est ça. Au tout début, il fait une distinction, c'est assez rapide d'ailleurs, sur les principautés héréditaires. Hmm. Celles où, la même famille règne depuis des générations. Pour lui, celles-là, c'est les plus faciles à tenir. Oui, il dit que le prince a juste à pas tout chambouler, à suivre les habitudes, et comme le peuple est habitué, ça roule. Il cite l'exemple du duc de Ferrare, je crois. C'est ça, mais c'est pas vraiment ça qui l'intéresse le plus. Si, Non, non. Lui, ce qui le fascine, ce sont les principautés nouvelles, celles qu'un prince vient juste d'acquérir. Et plus spécifiquement encore, ce qu'il appelle les principautés mixtes. mixte, Hmm. c'est-à-dire. C'est quand un prince ajoute un nouveau territoire à un État qu'il possédait déjà. Et là, c'est là que les vrais problèmes commencent. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'illusion chez les peuples conquis. Ils espèrent toujours que le nouveau maître sera meilleur que l'ancien. Donc au début, ils peuvent aider le conquérant. D'accord. Mais très vite, ils déchantent, parce que le nouveau prince, il est obligé d'imposer sa loi, de loger ses soldats, de lever de nouveaux impôts. Bref, il finit forcément par léser ses nouveaux sujets. Donc il se met à dos ceux qu'il a vaincus. Exactement. Et en plus, il peut pas non plus contenter complètement ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. C'est une situation très inconfortable. Et il prend un exemple concret pour illustrer ça. Celui de Louis XII à Milan. Oui, il l'analyse en détail. Louis XII prend Milan une première fois, mais il le perd très vite parce que les Milanais sont déçus. Il le reprend ensuite. Il le reprend, oui, mais Machiavel dit qu'il commet ensuite une série d'erreurs qui vont le conduire à le perdre à nouveau. Et quelles sont ces erreurs selon Machiavel? Qu'est-ce qui a coincé? Plusieurs choses. D'abord, il a aidé le pape Alexandre VI, le père de César Borgia, à devenir trop puissant en Romagne. Donc, il a renforcé un rival potentiel en Italie. D'accord. Ensuite, il n'a pas soutenu les petits seigneurs locaux qui auraient pu être ses alliés contre les plus gros. Et surtout, l'erreur fatale, selon Machiavel, il a partagé le royaume de Naples avec le roi d'Espagne. Il a fait entrer un loup très puissant dans la bergerie italienne. Donc en gros, il a affaibli ses amis et renforcé ses ennemis. C'est exactement ça. Tout le contraire de ce qu'il fallait faire pour consolider un pouvoir nouveau dans un territoire conquis. C'est clair. Ces difficultés, ça nous amène aux différentes façons d'arriver au pouvoir. Et là, il y a deux mots-clés qui reviennent tout le temps. Virtu et fortuna. Oui, c'est une distinction absolument centrale chez Machiavel. Alors attention, la vertu, c'est pas la vertu morale, comme on l'entend aujourd'hui. Non, c'est autre chose. C'est quoi alors, virtu? C'est un mélange assez complexe de compétences, d'énergie, de talents politiques et militaires, de détermination. C'est vraiment la capacité du prince à agir, à maîtriser les événements par ses propres qualités. Et la fortuna?
La fortuna, c'est la fortune, le sort, le hasard, les circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises, qui nous échappent en partie. La chance, si vous voulez, mais aussi la malchance. Et il donne des exemples pour les deux, pour bien faire comprendre. Pour la vertu, il prend des figures presque mythiques. Oui, Moïse, Cyrus, Romulus, Thésée, et un personnage historique aussi, Héron de Syracuse. Et le point commun entre eux? C'est qu'ils ont tous réussi à prendre le pouvoir et à fonder quelque chose de durable grâce à leur vertu personnelle, en saisissant une occasion que la fortuna leur offrait, mais sans dépendre d'elle. Et Machiavel dit que c'est difficile d'acquérir le pouvoir par la vertu. Oui, c'est plus dur au début, mais une fois que c'est fait, c'est plus solide, plus facile à conserver. Le moment le plus dangereux, c'est quand il faut introduire de nouvelles institutions. Ça crée forcément des mécontents. D'où l'idée qu'il faut être armé. Exactement. C'est là qu'il fait la distinction entre les prophètes armés qui réussissent et les prophètes désarmés, comme Savonarola à Florence, qui finissent mal parce qu'ils n'ont pas la force pour imposer leurs idées nouvelles. Le message est assez direct. La chance, c'est bien, mais il faut surtout compter sur ses propres forces, sa propre compétence. C'est ça. Il faut développer sa vertu pour saisir les occasions, mais aussi pour pouvoir encaisser les coups durs quand la fortuna se retourne contre vous, car elle finit toujours par tourner. Et pour la fortuna, alors, l'exemple type, c'est César Borgia, le fameux duc de Valentinois. Précisément. Borgia, il doit tout au départ à son père qui devient pape. La fortuna lui sourit amplement. Il a l'argent, les armées, les territoires, tout lui tombe dessus, ou presque. Facile au début. Très facile à acquérir, mais sa situation est hyper fragile. Tout dépend du pape. Et ce qui fascine Machiavel, c'est que Borgia, conscient de ça, déploie une énergie et une vertu incroyables pour essayer de se créer une base de pouvoir autonome. Il détaille ses actions, c'est ça. Oui, il analyse comment Borgia a pacifié la Romane, de manière assez brutale d'ailleurs. Comment il a éliminé ses rivaux, les Orsini, les Vitelli, de façon très calculée. Il essayait vraiment de transformer son pouvoir, reçu par chance, en un pouvoir solide. Et Machiavel l'admire pour ça. Il le présente comme un modèle d'action et de prudence pour un prince nouveau qui part d'une situation dépendante. Même si au final, Borgia échoue. À cause de quoi, d'ailleurs? Un coup terrible de la fortuna. Son père meurt trop tôt et lui-même tombe gravement malade au même moment. Il n'a pas eu le temps de consolider. C'est quand même ironique. Il y a une autre voie pour arriver au pouvoir, encore plus sombre, qu'il aborde très froidement. Oui, celle qu'il appelle la scélératesse, le crime pur et simple. C'est le chapitre 8. Il prend des exemples historiques. Oui, Agathocle de Syracuse et un certain Oliverotto da Fermo. Deux types qui ont massacré les élites de leur ville pour prendre le contrôle. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est une bonne méthode? Il dit que ça marche, que oui, on peut acquérir le pouvoir comme ça, mais, et c'est important, il ajoute tout de suite qu'on n'acquiert jamais la gloire par ses moyens. Ah d'accord. Et il fait une distinction très intéressante entre les cruautés bien employées et mal employées. C'est-à-dire? Les cruautés bien employées, ce sont celles qu'on est obligé de faire d'un seul coup, au tout début, pour assurer sa sécurité. Et après, on n'y revient plus, on essaye même de les transformer en bienfaits pour les sujets. Et les mal employés? Ce sont celles qui commencent doucement mais qui augmentent avec le temps. Elles créent un climat de peur et d'insécurité permanent et finissent par rendre le prince détesté et donc vulnérable. Donc, même la cruauté, ça doit être utilisé de façon stratégique, limitée. Exactement. C'est un outil politique mais un outil dangereux. Si on l'utilise mal ou trop souvent, ça se retourne contre vous. Une fois qu'on a le pouvoir, surtout si on a conquis un territoire qui était libre avant, comme une république, comment on fait pour le garder? Machiavel donne des options. Oui, au chapitre 5, il en donne 3. La première, la plus radicale, et selon lui, la plus sûre, C'est, c'est de détruire complètement la cité conquise. carrément, ça fait froid dans le dos. La deuxième option, c'est d'y aller vivre soi-même pour surveiller de près. Et la troisième, c'est de laisser la cité vivre selon ses propres lois, mais en installant au pouvoir une petite élite, une oligarchie, qui vous sera fidèle et qui vous paiera un tribut. Et il a une préférence? Il met en garde contre la troisième option, surtout avec les républiques. Il dit qu'elles n'oublient jamais leur ancienne liberté. Le souvenir de la liberté est un moteur de révolte très puissant. Il donne des exemples? Oui, Sparte et Rome, qui ont essayé de tenir la Grèce en y laissant des gouvernements locaux, mais qui ont fini par la perdre. Alors que pour tenir vraiment des villes comme Capoue ou Carthage, les Romains ont dû les raser. C'est une vision d'une réelle politique assez extrême. La survie de l'État avant tout.
Absolument. Et cette importance de la force, ça nous amène tout naturellement à un autre grand thème, l'art de la guerre. Pour Machiavel, c'est simple, non? La guerre, c'est la chose la plus importante pour un prince. C'est ça, chapitre 14. Il dit que c'est le seul art qui convienne vraiment à celui qui commande. Tout le reste, c'est secondaire. Et négliger ça, c'est la catastrophe assurée. Oui, il prend l'exemple des Sforza à Milan. Le premier, Francesco, était un militaire, un condottier. Il a gagné le pouvoir par les armes. Ses fils et descendants, eux, sont devenus des civils raffinés. Ils se sont désintéressés de la guerre. Et ils ont perdu le duché. Logique implacable. Un prince qui n'y connaît rien en stratégie militaire, il se fait mépriser par ses soldats, il est vulnérable. Il ne peut ni commander le respect, ni se fier à ses troupes. Pourquoi cette obsession de l'art militaire? Parce que le monde de Machiavel est un monde dangereux, instable. La capacité à défendre son territoire, c'est la base de tout. Donc, entraînement constant, même en temps de paix. Oui, entraînement physique, il recommande la chasse, ça endurcit et ça apprend à connaître le terrain, mais aussi entraînement intellectuel. C'est-à-dire? Lire des livres. Oui, lire l'histoire, étudier les campagnes des grands généraux du passé, Alexandre, César, et surtout, connaître parfaitement la géographie de son propre pays et des pays voisins. Savoir où sont les montagnes, les fleuves, les défilés. Il cite un exemple pour ça, je crois. Philopomène. Oui, un stratège grec qui, même quand il se promenait à la campagne avec des amis, était toujours en train de réfléchir si l'ennemi était sur cette colline et nous ici, qui aurait l'avantage? Comment pourrait-on se replier? Comment les poursuivre s'ils battaient en retraite? Une obsession constante. D'accord. Mais pour faire la guerre, il faut une armée. Et là-dessus, Machiavel a des idées très arrêtées sur qui doit composer cette armée. Ah oui, alors là, il est très clair et très critique sur ce qui se faisait à son époque en Italie. Chapitres 12 et 13. Il démolit l'usage des mercenaires. Les fameux condottieri. Exactement. Pour lui, les armées de mercenaires, c'est inutile et dangereux. Pourquoi inutile? Parce qu'ils sont indisciplinés, désunis entre eux, infidèles. Ils se battent pour l'argent, pas pour la cause du prince. Ils sont souvent lâches au combat, mais arrogants en temps de paix. Et en plus, ils coûtent cher. Et pourquoi dangereux? Parce qu'ils font les guerres pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à tout faire pour vendre. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Parce que leurs chers, les condottieri, peuvent devenir trop puissants et décider de prendre le pouvoir pour eux-mêmes. Ou alors, ils peuvent négocier avec l'ennemi ou simplement ne pas se battre à fond au moment décisif. Pour Machiavel, c'est la dépendance de l'Italie envers ses mercenaires qui explique en grande partie sa faiblesse politique et militaire. D'accord. Et il pense quoi des troupes auxiliaires? C'est-à-dire les soldats prêtés par un allié? C'est encore pire selon lui. Ah bon? Pourquoi? Parce que les troupes auxiliaires, elles, sont souvent bien entraînées et disciplinées. Mais elles obéissent à leur propre chef, à leur propre souverain, pas au prince qui les a appelées à l'aide. Donc si elles perdent la bataille? Le prince est battu, mais si elles gagnent, il est à leur merci. Il devient dépendant de l'allié puissant qui contrôle ses troupes. C'est une victoire qui vous coûte votre indépendance. Il donne des exemples là aussi? Oui, le pape Jules II qui appelle des Espagnols, les Florentins qui font venir les Français, et même l'empereur de Constantinople qui fait appel aux Turcs, ce qui a fini par coûter Byzance. La conclusion est vraiment sans appel pour lui. Alors, quelle est la seule solution fiable pour avoir une bonne armée? Ce sont les armes propres, c'est sa grande idée. Les armes propres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une armée composée de ses propres citoyens, ou de ses propres sujets, ou de gens qui dépendent directement du prince. Des gens dont le sort est lié à celui du prince et de l'État. C'est la seule armée loyale et motivée, en gros. C'est ça. Il cite en exemple le roi Charles VII en France, qui a créé une armée nationale. Le message clé, c'est vraiment l'autonomie stratégique. Dépendre militairement des autres, c'est une faiblesse mortelle. La vraie force, c'est de pouvoir se défendre soi-même. Cette insistance sur l'efficacité, sur la réalité brute du pouvoir et de la force, ça nous amène à un autre aspect très connu et souvent très controversé du prince. L'image du prince, la différence entre ce qu'il est et ce qu'il doit paraître. Oui, on est au cœur de ce qu'on appelle souvent le machiavélisme. Au chapitre 15, il annonce la couleur. Il dit qu'il ne va pas parler des républiques ou des principautés idéales qu'on imagine mais qui n'existent pas. Il veut coller à la réalité. Voilà, à la vérité effective de la chose. Et sa conclusion est assez brutale. Un prince qui voudrait être toujours parfaitement bon, moralement irréprochable. Il se ferait manger tout cru. Exactement. Il ne tiendrait pas longtemps au milieu de tous les autres qui, eux, ne sont pas bons.
Donc la conséquence logique pour Machiavel, c'est qu'un prince doit apprendre à pouvoir ne pas être bon. Apprendre à être méchant si nécessaire? Exactement. Oui, et surtout savoir quand l'être et quand ne pas l'être, en fonction de ce qui est nécessaire pour sauver son État. La survie de l'État prime. Mais alors, cette idée de paraître quelque chose qu'on n'est pas, c'est pas un peu cynique? Comment il justifie ça? Sa justification est purement pragmatique. Il fait la liste des qualités qu'on admire chez un dirigeant. Généreux, clément, fidèle, courageux, pieux. Et des défauts qu'on blâme. Avare, cruel, fourbe, lâche. Oui. Il dit « Ce serait super si un prince pouvait avoir toutes les bonnes qualités. Mais bon, la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est impossible. Donc le prince doit surtout chercher à éviter les défauts qui pourraient lui faire perdre son trône. » D'accord. Et pour les qualités? Alors là, c'est plus subtil. Il dit qu'il n'est pas indispensable de les avoir toutes, mais qu'il est absolument indispensable de paraître les avoir. Ah, le paraître avant l'être. Exactement. Donner l'impression d'être clément, fidèle, humain, intègre et surtout, très important, religieux. Ça marche très bien parce que la plupart des gens jugent sur les apparences. Mais il y a un mais, j'imagine. Oui, le mais, c'est que tout en cultivant cette image positive, le prince doit être prêt mentalement à faire exactement le contraire si la situation l'exige absolument pour sauver l'État. C'est cet équilibre, cette flexibilité qui est difficile. Et ça va encore plus loin avec la question de tenir sa parole, ses promesses. Chapitre 18, c'est ça? Oui, faut-il toujours tenir sa parole? La réponse de Machiavel est non. Clairement non. Clairement non. Un prince prudent ne peut pas et ne doit pas tenir sa promesse si ça se retourne contre lui ou si les raisons pour lesquelles il avait promis n'existent plus. Et comment il justifie ça, cette fois? Double justification. D'abord, il dit « Les hommes sont méchants, ils ne tiendront pas leur parole envers vous, alors pourquoi devriez-vous la tenir envers eux ?» C'est un peu donnant-donnant, version cynique. Mhm. Et ensuite, il ajoute qu'un prince habile trouvera toujours de bonnes raisons, de bonnes excuses, pour masquer le fait qu'il n'a pas tenu sa promesse. Il faut savoir colorer ses manquements. C'est là qu'il utilise l'image du lion et du renard. C'est ça, le prince doit savoir être les deux. Renard pour reconnaître les pièges, les ruses, et lion pour effrayer les loups, pour utiliser la force quand il faut. Il faut être un maître de la simulation et de la dissimulation. Et il cite qui comme exemple de ça? Le pape Alexandre VI, encore lui, passé maître, dit Machiavel, dans l'art de tromper les gens avec ses serments. D'accord. Ça nous mène tout droit à la question célèbre « Vaut-il mieux être aimé ou être craint ?» Chapitre 17. Une question qui reste d'actualité pour n'importe quel chef, non? Oh oui. Alors l'idéal pour Machiavel, ce serait d'être les deux, aimé et craint. Mais il ajoute aussitôt que c'est très difficile de réunir les deux. Donc s'il faut choisir? S'il faut choisir, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé. Et pourquoi donc? Son raisonnement est basé sur sa vision de la nature humaine, assez pessimiste, il faut le dire. L'amour, c'est un lien de gratitude, mais les hommes sont ingrats, changeants, égoïstes. Ils cassent ce lien dès que leur intérêt est en jeu. Alors que la crainte? La crainte, elle repose sur la peur de la punition. Et cette peur-là, dit-il, elle ne vous quitte jamais. Donc c'est un sentiment beaucoup plus stable sur lequel un prince peut compter pour maintenir l'ordre. Et il insiste beaucoup là-dessus, j'ai l'impression. Il faut être craint, ok, mais surtout pas être haï. C'est ça la limite à ne pas franchir. Exactement. C'est absolument crucial. Être craint, oui. Être haï, non, jamais. Parce que la haine mène aux révoltes et aux conjurations. Et comment on évite d'être haï alors qu'on se fait craindre? Le moyen principal, il le répète sans cesse, ne pas toucher au bien des citoyens et des sujets, et ne pas toucher à l'honneur de leurs femmes. Propriété et honneur des femmes, les lignes rouges. C'est ça. Tant qu'un prince respecte ça, même s'il est sévère, il peut se faire craindre sans se faire haïr. Il dit même qu'un peu de cruauté bien ciblée, bien utilisée au début pour rétablir l'ordre, est finalement plus humaine. Plus humaine. Oui, plus humaine qu'une trop grande clémence qui laisserait la société sombrer dans le chaos, les meurtres, les vols, ce qui fait souffrir tout le monde. Il compare Borgia et Florence là-dessus, non, Evelyne? Oui, Borgia a été jugé cruel, mais il a ramené la paix et l'ordre en Romagne, alors que les Florentins, par excès de pitié, ont laissé une ville comme Pistoia s'entre-déchirer. Il cite aussi l'exemple d'Hannibal. Le général carthaginois? Oui, sa cruauté inhumaine, comme dit Machiavel, était paradoxalement ce qui lui permettait de maintenir l'ordre et l'unité dans son armée immense et très diverse. Donc c'est vraiment un art de l'équilibre.
inspirer assez de crainte pour être obéi, mais sans jamais basculer dans la haine qui détruit tout. Et il parle aussi d'éviter le mépris. Oui, au chapitre 19. Être méprisé, c'est aussi très dangereux pour un prince. Qu'est-ce qui rend un prince méprisable selon lui? C'est s'il donne l'impression d'être inconstant, léger, faible, lâche, indécis. Il faut à tout prix éviter cette image. Et au contraire, il faut projeter quoi? Il faut que dans ses actions, on voit de la grandeur, du courage, du sérieux, de la fermeté. Avoir une solide réputation, c'est une des meilleures défenses, notamment contre les complots. Si le peuple estime son prince et ne le déteste pas, les conspirateurs y regarderont à 2 fois avant d'agir. C'est intéressant. Et il analyse aussi les empereurs romains sous cet angle? Oui, longuement. Il montre la difficulté qu'ils avaient à satisfaire à la fois le peuple, qui voulait la paix, et les soldats qui voulaient la guerre et le butin. C'était en équilibre presque impossible. Et qui s'en est bien sorti selon lui? Marc Aurèle, mais il était héritier et vertueux, c'est un cas à part. Et surtout Septime Sévère, qui était très habile à combiner la force du lion et la ruse du renard, et qui inspirait à la fois crainte et respect. Et les autres? Beaucoup ont mal fini, soit parce qu'ils étaient trop bons et faibles, et donc méprisés, soit parce qu'ils étaient trop cruels et rapaces, et donc haïs. Un dernier point sur cette gestion de l'image et de la réputation. La question de la générosité ou libéralité face à l'avarice. On pense spontanément qu'il vaut mieux être généreux, non? Oui, c'est l'intuition première. Et Machiavel reconnaît qu'avoir la réputation d'être libéral, c'est bien. Mais il met en garde contre la pratique réelle de la libéralité. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'une libéralité trop visible, trop ostentatoire, ça coûte très cher. Ça épuise les finances du prince. Et une fois qu'il est à sec, pour continuer à être généreux, il est obligé de faire quoi? Lever des impôts? Exactement, de taxer lourdement ses sujets, de devenir rapace. Et là, il devient odieux. Donc, la libéralité mène paradoxalement à la haine. Alors que conseille-t-il? D'être avare? Pas exactement avare au sens de cupide, il utilise un mot toscan, misero, qui veut plutôt dire économe, prudent avec l'argent, un peu regardant quoi. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur de cette réputation d'économe. Pourquoi? Ça n'attire pas le mépris, ça. Moins que la haine que suscite la rapacité. Et surtout, cette économie, elle a un avantage énorme. Elle permet au prince de financer ses guerres, de défendre son État, sans avoir à écraser son peuple d'impôts. Ah, d'accord. C'est une vision à plus long terme. C'est ça. Et avec le temps, les gens finissent par comprendre que cette gestion prudente, c'est une forme de vraie libéralité, parce qu'elle assure la sécurité et la prospérité de tous. C'est assez contre-intuitif. La vraie générosité, c'est la bonne gestion des finances publiques ensemble. C'est un peu l'idée. La seule exception où il faut être vraiment généreux, c'est quand on distribue le butin pris à l'ennemi. Là, il faut lâcher du lest pour motiver les soldats. On voit bien le tableau d'une pensée politique vraiment complexe et souvent, oui, dérangeante. Quelle marge de manœuvre Machiavel laisse-t-il au prince face aux événements, face à ce qu'il appelle la fortuna? Est-ce qu'on est juste des marionnettes du destin? C'est une question cruciale qu'il aborde au chapitre 25. Et non, il ne croit pas au fatalisme total. Il reconnaît que la fortune, le hasard, les circonstances ont un pouvoir énorme. Il estime qu'elles gouvernent à peu près la moitié de nos vies. Mais l'autre moitié? L'autre moitié, elle dépend de nous, de notre virtu, de notre capacité à agir, à prévoir, à nous adapter. Il utilise une image très forte pour ça, non? Le fleuve? Oui, c'est très célèbre. Il compare la fortune à un fleuve dévastateur en crue. Quand il déborde, il emporte tout, on ne peut rien faire sur le moment. C'est la fatalité. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est impuissant à long terme. Car pendant les périodes où le fleuve est calme, les hommes prudents, ceux qui ont de la virtu, peuvent construire des digues, des canaux, renforcer les berges. Pour anticiper la prochaine crue. Exactement. Pour en limiter les dégâts ou même la canaliser à leur avantage. De la même manière, un prince avisé doit, pendant les temps calmes, se préparer aux temps difficiles, pour ne pas être complètement emporté quand la roue de la fortune tournera. Donc, le succès ou l'échec, ça dépendrait de l'adéquation entre le tempérament du prince et les circonstances du moment. C'est l'idée, oui. Si l'époque demande de la prudence, et que le prince est prudent par nature, il réussira. Mais si l'époque change et demande de l'audace, ce même prince prudent risque d'échouer parce qu'il aura du mal à changer sa nature profonde. Et inversement pour un prince naturellement audacieux. C'est ça. Et comme c'est très difficile de changer sa propre nature, et comme les temps, eux, changent tout le temps, Machiavel arrive à une conclusion assez surprenante. Qui est? Il suggère qu'en fin de compte, il vaut peut-être mieux être impétueux, audacieux,
que trop prudent, trop calculateur. Ah oui. Et pourquoi ça? Sa justification est, disons, très marquée par son époque. Il dit « La fortune est femme et il est nécessaire, pour la tenir soumise, de la battre et de la heurter ». C'est une métaphore un peu. Oui, oui, tout à fait discutable aujourd'hui. Mais l'idée derrière, c'est qu'il pense que la fortune, le succès, sourit plus souvent à ceux qui osent, qui agissent vite et avec énergie, qu'à ceux qui hésitent trop longtemps. Il prend l'exemple du pape Jules II, qui a souvent réussi grâce à son audace. C'est un peu un plaidoyer pour l'action résolue face à l'incertitude. D'accord. Et pour finir, il parle aussi de l'entourage du prince. Comment bien choisir ses collaborateurs et éviter les pièges? Oui, c'est très important. Le choix des ministres, des proches conseillers, chapitre 22, c'est un test clé de l'intelligence d'un prince. Comment reconnaître un bon ministre? Un bon ministre, c'est quelqu'un qui pense d'abord aux affaires du prince, avant de penser aux siennes, qui est entièrement dévoué à l'État. Et comment le garder fidèle? Le prince doit l'honorer, l'enrichir, lui donner des responsabilités, mais toujours de telle sorte que le ministre comprenne qu'il dépend entièrement du prince. Il faut qu'il ait assez pour être satisfait, mais pas trop au point de devenir une menace ou de vouloir plus. C'est un équilibre subtil. Et l'autre danger, c'est les flatteurs, j'imagine. Un problème vieux comme le monde. Absolument. Machiavel les appelle une peste, chapitre 23. C'est un vrai poison pour un dirigeant. Et comment s'en protéger? Le seul moyen, dit-il, c'est de faire comprendre aux gens qu'on ne s'offense pas quand on nous dit la vérité. Mais attention, s'il laisse n'importe qui lui dire n'importe quoi, il perd le respect. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de choisir un petit cercle de conseillers, des gens vraiment sages et fiables, et de leur donner à eux seuls la liberté de parler franchement. Mais, point important, uniquement quand le prince leur demande leur avis sur un sujet précis. Il ne faut pas qu'ils viennent donner leur avis sur tout le temps. Non. Le prince doit poser les questions, écouter attentivement toutes les opinions, même contradictoires, puis il doit réfléchir seul et prendre sa décision. Et une fois qu'elle est prise, il doit s'y tenir. Et finalement, la capacité à bien choisir ses conseillers et à bien utiliser leurs conseils, c'est déjà une preuve de la sagesse du prince lui-même. C'est exactement ça. Un prince qui n'est pas sage par lui-même ne saura jamais bien se faire conseiller. Le bon conseil est le fruit de la sagesse du prince, pas sa cause. Bon, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qui ressort le plus fortement de cette pensée de Machiavel? Je dirais d'abord ce réalisme politique radical. Certains diraient cynique. Cette volonté de séparer l'action politique de la morale ordinaire. Ou du moins de dire que la morale passe après la nécessité de sauver l'État. C'est ça. Ensuite, l'importance absolument fondamentale de la force militaire propre, les fameuses armes propres. Puis, toute cette dimension sur l'art de gouverner les apparences, de gérer sa réputation. Le fameux paraître. Oui. La préférence pour la crainte sur l'amour, mais avec cette limite cruciale, éviter la haine à tout prix. Et enfin, cette tension constante entre ce que l'homme peut faire par sa vertu, son intelligence, son énergie, et ce qui lui échappe, la fortuna. Je veux peut-être rappeler aussi le contexte de la fin du livre, le dernier chapitre. Ce n'est pas juste une analyse froide. Non, pas du tout. Le chapitre 26, c'est une exhortation enflammée, très patriotique. Il s'adresse à Laurent de Médicis, qui dirigeait Florence à l'époque, et il l'appelle à devenir le rédempteur de l'Italie, à la libérer des barbares, c'est-à-dire des Français et des Espagnols. Donc il espérait que quelqu'un applique ses conseils pour unifier l'Italie. Oui, il y avait clairement cet espoir derrière. Mais au-delà de cet appel final, ce qui reste le plus marquant, c'est sa tentative de décrire comment le pouvoir fonctionne réellement, dans les faits, plus que de dire comment il devrait fonctionner idéalement. Il décrit ce qui se fait, comme il dit. Et c'est sans doute ça, ce réalisme parfois brutal, cette analyse des mécanismes du pouvoir sans phare, qui explique pourquoi on lit encore Le Prince aujourd'hui, 5 siècles après. Oui, je crois. Ça offre une grille d'analyse qui peut être dérangeante, c'est sûr, mais qui reste souvent pertinente pour décrypter les stratégies de pouvoir, que ce soit en politique, en entreprise ou ailleurs. Ce qui nous laisse peut-être avec quelques questions pour nos auditeurs, pour prolonger la réflexion. Par exemple, à quel point est-ce que ces stratégies, pensées pour des princes italiens de la Renaissance, nous aident encore à comprendre le pouvoir aujourd'hui? Bonne question. Est-ce que ça s'applique encore à nos démocraties, au monde économique? Et où est-ce qu'on place le curseur entre le pragmatisme nécessaire pour agir dans un monde imparfait et un cynisme qui devient inacceptable? C'est une frontière parfois floue, non? Très flou.
Et puis, il y a cette fameuse phrase qu'on lui attribue souvent, même s'il ne l'a pas écrite comme ça, la fin justifie les moyens. Est-ce que c'est une caricature de sa pensée ou est-ce qu'il y a une part de vérité incontournable là-dedans? Est-ce que parfois, pour atteindre un but jugé légitime, on est obligé d'employer des moyens qui le sont moins? Vaste débat. Voilà de quoi réfléchir après avoir exploré l'univers de Machiavel.